l'impression qu'il n'y a personne. Vous pouvez avancer un petit peu. Bonjour à toutes et à toutes. Donc nous allons démarrer notre conférence sur le packaging au Salon du Mail. D'abord, je voudrais vous présenter Michel Fontaine, qui nous fait l'honneur d'être là. C'est le président du CNE, Conseil national de l'emballage, qui va nous éclairer sur ce que j'appelle les utopies du packaging, et Dieu qu'il y en a. D'ailleurs, vous avez vu, vous avez fait un tour de salon et vous avez vu que finalement 90% de ce qui était présenté avant même le produit, c'était des emballages, puisque sans emballage, les produits ne seraient pas arrivés sur le salon, puisque la fonction principale de cet emballage, c'est de préserver et de pouvoir transporter ces produits. Mais vous connaissez aussi le thème de l'emballage, qui est le thème du salon, qui cette année est sur Healthy Food, Healthy Planet. Et je pense que ça n'échappe à personne de voir, quand on parle de Healthy Planet, d'environnement, systématiquement on stigmatise un peu le mot qu'on prend, l'emballage. L'emballage et la planète ne seraient pas des bons amis. 65% des Français déclarent qu'il y a beaucoup trop d'emballage. Et 44%, c'est-à-dire près de la moitié des Français, affirment qu'on pourrait se passer d'emballage. Donc, on peut dire que 44% des Français pensent qu'au salon Le Made, il ne devrait pas y avoir d'emballage. Voilà. Les emballages sont souvent inutiles. C'est ce qu'on voit un petit peu sur... Ça pourrait être un badge d'ailleurs, un badge d'association. Pourquoi ces emballages sont perçus comme inutiles? Parce que finalement l'emballage c'est juste un passeur de produits et qu'une fois qu'on l'a ouvert, qu'on l'a vidé, cet emballage, on le jette. Qu'on le jette dans un bac de tri sélectif pour le recycler ou qu'on le jette ailleurs, on le jette. Et à partir du moment où on jette quelque chose, in fine, on pense que ce n'est pas utile. Sinon, on le garderait. Dans un monde idéal, donc pour ces 44% de Français qui croient peut-être au Père Noël, dans un monde idéal, il n'y aurait pas d'emballage. On pourrait vivre sans emballage. Peut-être même survivre, je dirais plutôt sans emballage, parce qu'en fait, les produits tomberaient du ciel, un petit peu, mais vous regardez que les cadeaux, quand même, sont emballés, même s'ils tombent du ciel, pour cette jeune femme. Ou alors les céréales, j'ai vu, là, chez Gelin, il a mis des nouvelles céréales. En fait, si elles n'avaient pas d'emballage, elles arriveraient comme ça, directement sur la tête du consommateur. Il a juste à ouvrir la bouche, à les consommer. Il a l'air heureux. Il n'a pas d'emballage. Alors, moins d'emballage, plus de vie. J'ai voulu revoir un petit peu, finalement, c'était quoi l'emballage? Parce que je me dis, si les gens pensent, en grande majorité, la moitié, presque la moitié des Français pensent qu'on pourrait se passer d'emballage, j'ai été dans le dictionnaire, j'ai dit, on n'a pas dû leur expliquer ce qu'était l'emballage. Alors, dans le dictionnaire, on nous dit que l'emballage... Dans la définition, c'est tout ce qui sert à emballer. Papier, carton, caisse, etc. Ouais, donc à ce moment-là, je me suis dit, ouais, bon, effectivement, tout ce qui sert à emballer, ça ne m'explique pas grand-chose comme définition. Alors après, j'ai été à emballer, puisque ça sert à emballer, et emballer, c'est mettre dans un emballage. Ça s'appelle de la définition circulaire. Un petit peu comme on va parler tout à l'heure peut-être d'économie circulaire, mais là on a la définition circulaire de l'emballage. Un emballage sert à emballer. Voilà. Et emballer, c'est mettre dans un emballage. La seule
bonne définition en cherchant que j'ai trouvée. Finalement, elle date de très loin, puisqu'elle date du voyage de Lapérouse, donc Lapérouse qui est parti à la fin du XVIe siècle faire le tour du monde. Et il raconte, enfin on lit dans son périple, conservation des graines, trop humide, ça les ferait pourrir. Le juste milieu entre ces deux extrêmes est proportionnellement à la nature des graines dépend de la réussite de cette espèce d'emballage. Et là, il dit, c'est très très intéressant. Donc là, il nous explique qu'en fait, l'emballage, ça sert à conserver un contenu. L'emballage, c'est un outil anti-gaspi. Hein. Quand il partait, il partait pas. C'était pas les gars qui partaient faire le tour du monde en 30 jours. Hein. Ça durait 1 an, 2 ans. Donc, quand il partait et qu'il mettait de la nourriture en fond de cale, il fallait pouvoir l'avoir. Et il n'est pas besoin d'avertir qu'il est important d'avoir soudé la boîte. Donc, un emballage, c'est quelque chose qui ferme. Pourquoi ça ferme? Parce que ça conserve. Donc ça doit être fermé hermétiquement, de la lumière, enfin ça doit être fermé. Et de mettre dessus, puisque c'est fermé et qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, d'écrire dessus ce que ça renferme. Donc en fait, on a une bonne définition de l'emballage, ça conserve, c'est fermé, ça protège, et puis on écrit dessus ce qu'il y a. Voilà. Alors moi je ne suis pas à l'Académie française, mais je pense qu'il pourrait s'inspirer de ça et réécrire quelque chose, une définition sur l'emballage. Peut-être que le CNE Michel devrait leur proposer au Larousse, au Robert, d'avoir une bonne définition de l'emballage. Ça pourrait être peut-être une action du CNE, tu nous diras tout à l'heure. En tout cas, on parle de juste emballage et de juste milieu. L'emballage, c'est le juste milieu. Donc, l'emballage, c'est la juste protection pour prévenir du gaspillage, le contenu. Ici, on a des savoir-faire incroyables avec des produits tous meilleurs, plus bons les uns que les autres. Et l'emballage, ça sert à protéger tout ce travail qui a été fait par les industriels, les artisans, pour nous faire des beaux produits, des belles recettes et les amener intacts jusqu'au consommateur. L'emballage, qu'on disait, c'est la juste information. C'est la juste information pour garantir d'abord qu'on ne s'empoisonne pas avec les produits et puis d'utiliser en toute sécurité, en toute quiétude le produit qu'il contient. L'emballage aussi, c'est la juste éco-conception, donc on en voit beaucoup fleurir un petit peu dans le salon de l'éco-conception, c'est de maîtriser l'ensemble des impacts environnementaux, mais pas que de l'emballage, parce que l'emballage en lui-même, j'ai dit que c'était qu'un passeur, mais du couple contenant-contenu. Alors, pourquoi c'est important? Puisque ces Français, ces Européens se préoccupent de plus en plus de l'environnement de leurs achats. Et donc c'est extrêmement important. Mais d'un autre côté, ils vous disent aussi que l'emballage, il doit les aider à utiliser le produit. On voit beaucoup de non-réachats liés à un produit, non liés à la nature du produit, mais liés à des incidents d'ouverture ou des incidents d'utilisation de l'emballage. Donc l'emballage, c'est le juste service pour aider à bien utiliser le produit. 76%, vous voyez, c'est Français qui finalement n'aiment pas l'emballage, mais il y en a beaucoup qui vous disent qu'ils choisissent des emballages faciles à utiliser, donc ils ne les aiment pas. Ils peuvent s'en passer, mais ils ne peuvent pas se passer d'emballage facile à utiliser. Donc l'emballage, c'est quand même quelque chose qui doit rendre service à la consommation. C'est issu d'une étude de Tetra Pak. Et puis, la juste fin de vie des emballages, faire de l'emballage non un déchet, on parle de déchet d'emballage, moi je dirais plutôt même de parler de ressources, de matières premières en devenir. L'emballage doit se recycler et revenir en boucle, comme la définition, mais à part en boucle d'économie circulaire. 93%
Alors, je ne sais pas s'il parle de tri, mais parce qu'on en parlait avec Michel, mais 96% des Français aujourd'hui font leur tri sélectif, mettent leurs emballages usagés dans la bonne poubelle, estiment que c'est le premier geste écologique. Et le sujet de notre conférence, si j'y viens, c'est les grandes illusions. Alors, j'ai listé 3 grandes illusions, mais j'en ai trouvé 2 nouvelles dans le salon. Donc, on va parler de la première grande illusion, c'est le biodégradable. Le biodégradable qu'on voit, donc il y a 2-3 stands qui font des emballages biodégradables où il semble qu'il y ait une confusion entre biodégradable et compostable. Donc on verra, on reprendra ces thèmes tout à l'heure avec Michel. On nous parle aussi d'emballage comestible. Alors c'est vraiment intéressant. Bon, je ne sais pas si je me jetterai tête première sur ce hamburger en mangeant le papier avec, mais a priori c'est comestible. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas m'empoisonner? Est-ce que ça veut dire que c'est bon? Je ne sais pas, mais l'emballage comestible, vous verrez aussi dans les jurys, dans les awards du MAID, il y a un gagnant qui, la coquille de moule est comestible. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les moules, c'est comme les huîtres, hein, il y en a plus à la fin dans la poubelle que ce qu'on a acheté. On a toujours l'impression qu'il y en a plus. Là, apparemment, tout part, mais il ne vous a peut-être pas échappé que ces moules étaient quand même dans des emballages. Et on parlera aussi d'un autre sujet. 73% des Français déclarent que ça serait mieux pour l'environnement de vendre des produits alimentaires vendus en vrac. Pas plus tard que la semaine dernière, et d'ailleurs hier, j'étais dans mon supermarché pourtant d'un pays civilisé, à côté de Genève. Il y a un monsieur de Genève qui était là-bas, donc des gens bien élevés. Voilà le rayon vrac. Je vois des emballages, des produits dans des emballages et surtout beaucoup de gaspillage, puisque apparemment les gens se servent et décident qu'ils n'en veulent plus. Donc je ne sais pas ce que fait le magasin après, mais voilà, c'est une photo. J'ai pas de mise en scène et pas plus tard de hier, j'ai vu même une dame. Puisque la petite trappe ne marchait pas, avoir ouvert le couvercle et se servir à pleine main dans ses noix, voilà, et puis elle les mettait allègrement dans son sac. Donc voilà le vrac. Mais il y a d'autres, on parle aussi d'emballage vegan. Là, j'ai découvert un nouveau concept dans le salon de l'emballage citoyen. Donc voilà, Michel, j'aurais voulu avoir des éclairages sur ces différentes emballages. On peut parler d'abord du bio, dégradable. S'il vous plaît, le micro. Le biodégradable, Michel. Oui. Allô, allô. Allô, allô, oui, ça marche. Bien, bonjour à tous. Peut-être avant de répondre aux questions de Fabrice, juste un petit mot sur l'utilité des emballages. C'est vrai que beaucoup de gens se disent à quoi ça sert une fois qu'ils les ont utilisés, mais il faut bien avoir à l'esprit que dès que vous avez un bien physique quel qu'il soit, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'appareil ménager, que ce soit n'importe quoi, dès que vous avez une déconnexion entre le lieu de production et le lieu de consommation, il faut faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un emballage pour passer d'un lieu à un autre. C'est-à-dire que l'emballage, il est inéluctable, il n'est même pas questionnable. On est obligé d'avoir un emballage dès qu'on déconnecte la production d'un bien de sa consommation. Donc au Moyen-Âge, il y avait probablement 99% de gens qui produisaient et consommaient pour survivre
et ils avaient besoin de rien d'autre, et surtout pas d'emballage. Mais on avait déjà des emballages au Moyen-Âge parce qu'il y avait quelques pourcents de la population qui vivait dans les villes, qui vivait dans les châteaux et qui ne produisait rien, qui ne faisait que consommer. Donc pour vous donner un chiffre, aujourd'hui en Europe, il y a 4% de la population qui travaille sur la fabrication des denrées alimentaires et il y en a 100% qui mangent. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il faut bien qu'il y ait un moment, je veux dire quelque chose qui se passe physiquement. Et là, pour le coup, le digital ne fera rien du tout sur la disparition ou pas de l'emballage. L'emballage, c'est quelque chose qui va continuer dans le futur. Le digital va modifier la donne, mais il ne va pas supprimer. On ne peut pas supprimer un emballage, on ne peut pas l'envoyer par Wi-Fi. Ça, c'est pas possible. Alors, je vais essayer de répondre aux questions de Fabrice. Je vais commencer par je vais pas tout à fait prendre son ordre, je vais commencer par le plus simple, l'emballage comestible. Emballage comestible, pour moi, c'est un oxymore. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de sens. Si un produit est comestible, c'est un produit. C'est-à-dire si on le mange, c'est un produit. Et il obéit aux lois des produits sur l'hygiène, sur la conservation, sur la date de péremption, etc. Un emballage n'obéit pas aux lois des produits. Un emballage, c'est un emballage, il obéit à d'autres lois. Donc, emballage comestible, c'est un beau mot marketing qui a été trouvé, mais qui n'a pas de sens en soi. Toutes les expériences d'emballage comestible qui ont été vues à la télé ou mises sur le marché, eh bien, ont été emballées. Hein, et je vous renvoie à un célèbre professeur qui, il y a quelques années, avait fabriqué des Wikicells. Hein, c'était des petits emballages comme des œufs qui emballaient un peu toutes les sortes de nourriture. Et le jour où il les a mis sur le marché, il les a mis dans des blisters parce qu'il fallait bien les emballer. Donc l'emballage comestible ne supprime rien. C'est une forme du produit. C'est un peu comme votre boule de riz qui est emballée dans une algue. L'algue emballe le riz, mais elle fait partie du produit qu'on mange. Okay, donc pour moi, l'emballage comestible, c'est sans doute comme l'emballage citoyen qu'on a vu ensemble. C'est des mots qui sont juxtaposés, mais qui n'ont pas vraiment de sens les uns avec les autres. Mais d'ailleurs, quand on voit l'emballage comestible, la plupart du temps, on confond comment ça s'appelle, la pâte à tarte cuite, c'est-à-dire le support, qu'on a tout simplement fait un raccourci, on appelait ça un emballage, et les fraises qu'on met dessus et la crème. Mais en fait, ce qu'on achète in fine, c'est une tarte. Donc, ce qui est l'emballage comestible, ça reviendrait à vendre de la tarte sans et dire que la pâte à tarte est l'emballage. Or, elle est forcément dans un emballage, un film plastique ou un carton. Donc, moi, je n'ai pas vu à date dans tout. Et d'ailleurs, il y avait une start-up qui nous montre de l'emballage comestible, mais ça reste de l'emballage comestible. Ça reste des supports de cuisson ou des supports de produits, mais pas de l'emballage. Donc, s'il n'y a pas de questions sur le sujet, on peut passer au deuxième thème qui est l'emballage biodégradable. Alors, le biodégradable, c'est quelque chose qui fait beaucoup rêver. Dès qu'on parle de bio, déjà, on dit bio, c'est bien, quoi. Et biodégradable, dans l'esprit des gens, c'est une facilité. C'est-à-dire, c'est biodégradable, donc je le mets dans la nature et la nature va faire le job. Hein, puisque c'est biodégradable, on ne va pas s'emmerder. C'est facile. Bon. Et ça fait des années et des années, bien avant le Conseil national de l'emballage, que je me bats contre cette espèce de côté malsain du mot biodégradable. C'est une espèce de négation de la prise en charge du citoyen, de son problème. C'est les autres qui vont s'en occuper. Hein. C'est biodégradable, donc c'est magique. En fait, biodégradable, ça marche
dans des conditions bien particulières. Et d'ailleurs, le CNE rappelle que c'est biodégradable selon la norme, et je ne vous dirai pas le nom de la norme parce que je l'ai oublié, mais si vous allez sur le site du CNE, vous verrez. Et ça veut dire qu'il faut les bonnes conditions d'hygrométrie, de température, enfin toutes les bonnes conditions pour que le produit se dégrade vraiment. Et ce que je vous raconte est tellement vrai, c'est que les gens qui ont le produit le plus dégradable du monde, l'emballage le plus dégradable, c'est le papier carton. Et les gens du papier carton ont très bien compris que ça ne servait à rien de dire que le papier carton est dégradable. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on récupère les papiers carton pour les recycler. Quoi qu'on le voit de plus en plus écrit, carton biodégradable, parce que justement c'est à la mode. Oui, il y a toujours une mode, on est toujours obligé de faire des compromissions avec les modes. Mais globalement, les gens qui vendent du papier, des cartons d'emballage, etc., évitent de dire que leur produit est biodégradable parce que ça rime à rien. C'est pas ça qui va aider les choses. Et je vous rappelle, si vous ne le savez pas, c'est que mettre quelque chose dans la nature comme du papier carton ou même du papier tout simple, ou même un mouchoir en papier, ça va demander des jours et des jours pour être dégradé. Il va falloir de la pluie, il va falloir du soleil, il va falloir des petites bêtes qui viennent manger. C'est pas magique. Hein. Et donc, c'est surtout pas ce qu'on veut pour nos emballages. Nous, ce que l'on veut faire, c'est récupérer les emballages, faire ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure. L'emballage, c'est une ressource. L'emballage vide. C'est-à-dire qu'il a fait un job, et si on s'y prend bien, il va faire un autre job dans le futur, si possible d'ailleurs encore un emballage. Hein, et il y a des produits comme le verre, il y a des produits comme le PET, il y a les métaux aujourd'hui, le papier carton, qui sont parfaitement recyclables et recyclés et qui peuvent redonner vie à d'autres emballages. Donc voilà, donc j'engage vraiment tout le monde à être prudent sur l'utilisation du terme biodégradable. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus du compostage justement de ce process et de ce temps? C'est quand même ça va dans des centres. C'est un peu le même principe qu'une forme de recyclage. Il faut le récupérer, l'amener quelque part et non. Alors, Ou est-ce que ça se fait au fond du jardin, comme ou sur son balcon? Moi, j'habite le centre de Paris, donc c'est un peu compliqué pour répondre. Mais donc le compostage, c'est quelque chose qui peut être géré pour tout ce qui est biodégradable, les déchets verts et les autres déchets du ménage. Et effectivement, quand certains plastiques sont faits avec des matériaux compostables, ils peuvent rentrer dans le compost pour autant que ce compost soit bien géré. Un compost bien géré, ça se retourne, ça se surveille. Et effectivement, un film, les sacs compostables peuvent être utilisés et mis dans un compost bien géré. Mais là, on touche à la marge des emballages. Hein. On est sur la frontière, c'est-à-dire les sacs jetables. On peut imaginer qu'un sac jetable soit compostable et il n'y a aucun problème. Il y a même des pays dans le monde qui demandent à ce que les déchets verts soient mis justement dans des sacs plastiques compostables pour qu'il n'y ait pas de geste à l'arrivée. C'est-à-dire que dans le centre de tri, c'est directement dans un sac qui est lui-même compostable. Donc, hop, on le met direct dans le compost. Donc, compostable pour un sac jetable, oui. Compostable pour un produit que l'on va mettre sur un linéaire, là encore, ça n'a pas de sens parce que le compost ou même le biodégradable sur un linéaire, au contact d'un produit, au contact de l'eau, au contact de la graisse, ça ne tient pas. Un emballage primaire ne peut pas être ni biodégradable ni compostable. Oui, parce que son processus de biodégradation commence à l'instant où on le produit. Exactement. C'est ce qu'il faut bien Exactement. voir. Exactement. Et j'ai eu l'occasion dans ma vie antérieure de tester des plastiques biodégradables pour contenir de l'eau, contenir de l'huile, contenir des émulsions.
Et en quelques semaines, en quelques mois, on voit que l'emballage, il est quasiment détruit. Ouais, moi, j'ai Donc, souvenir d'avoir exposé à la Design Pack Gallery il y a quelques années une des premières bouteilles en PLA d'eau. C'était Bio Aqua, hein, je crois qu'elle s'appelait. ouais. L'expo durait un mois, je l'ai changé 4 fois la bouteille, hein, parce que au bout d'une semaine, elle ressemblait pas du tout à la première bouteille. Ben, il se passait ce qu'on voit sur la photo, c'est-à-dire que toute seule, sans qu'on lui demande rien, elle changeait de forme et elle se ratatinait, elle se tordait, parce que son process de dégradation se passait. Après, quand tu vois ça, je ne sais pas s'il était bon de consommer l'eau. En tout cas, Non, je ne l'ai pas fait. les Je suis emballages, encore là. les emballages peuvent être biodégradables, compostables, pour autant qu'ils soient utilisés en emballage secondaire ou tertiaire. Et c'est le cas du carton, hein. Tous les emballages de transport sont utilisés en emballage tertiaire. Alors la troisième question, c'était le vrac. Bien. Alors, moi j'ai plusieurs difficultés avec le vrac. J'ai des difficultés, mais en même temps, je trouve ça plutôt sympathique comme système de distribution. Je pense qu'il y a des qualités à ce système de distribution qu'il faut reconnaître, et moi, j'ai aucun souci avec ce mode de distribution. Cela étant, j'ai deux problèmes majeurs. Mon premier problème, c'est que, ayant été élevé dans une... pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé ma vie professionnelle entière dans le groupe L'Oréal, et ayant été élevé dans la culture du produit et du positif du produit, c'est-à-dire que quand vous regardez une publicité de L'Oréal ou quand vous regardez un argumentaire d'un produit L'Oréal, vous voyez toujours ce que le produit va faire, doit faire. Jamais on parle d'un concurrent, jamais on se compare à un autre produit en disant j'ai moins de ci, j'ai moins de ça, je fais mieux. Enfin, c'est juste... bon. Là, dans le vrac, ce qui m'avait beaucoup gêné, c'est que certaines enseignes disaient dans mon circuit de distribution, j'ai moins d'emballage que dans la grande distribution, par exemple. Donc, déjà, moi, j'ai du mal à imaginer qu'un citoyen consommateur reçoive un message négatif et soit enthousiasmé par le négatif. Moi, j'aime bien, quand j'achète un produit, que ça me fasse rêver, que ça soit une voiture ou un aliment. On a besoin de rêver, on a besoin d'imaginer. Et quand on est dans le négatif, on imagine assez mal. Mais est-ce que le vrac, justement, c'est moins d'emballage? Alors, justement, en quoi c'est moins d'emballage? si encore c'était vrai, on pourrait se dire, bon, ils prennent de la comparaison, un peu comme certains distributeurs disent, je suis moins cher que l'autre. Bon, je trouve ça lamentable comme type de pub, mais à la limite, si c'est vrai, pourquoi pas? Il y a des gens que pourquoi pas? Ça me choque moins que toi. Mais moi, ça me choque. Mais je trouve qu'on devrait parler des produits autrement. Mais ce qui me choque, c'est de dire quelque chose qui me semble faux. Qui est faux. C'est-à-dire que le vrac, c'est un circuit de distribution qui utilise d'autres emballages. C'est-à-dire qu'effectivement, l'emballage primaire, au sens où on le connaît dans la grande distribution depuis 50 ans, eh ben, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a eu un emballage avant le magasin, emballage en grosse quantité, que le consommateur ne voit pas. Et puis ensuite, entre le magasin et le lieu de consommation, soit le consommateur amène son emballage vide, soit dans le magasin, il achète un emballage, puisque, en l'occurrence, j'ai fait l'expérience, quand on arrive les mains dans les poches, évidemment, le magasin te vend un emballage. Non, mais là, il y a dans la photo que je montre, il y a de l'emballage. C'est-à-dire que tu as un distributeur d'emballage, qui plus est, qui a un emballage plastique et papier, dans ce cas-là. Et puis, il y a aussi toute la problématique des contenants qui sont, même si on n'appelle pas ces emballages, mais les distributeurs, je suppose qu'ils les nettoient à chaque fois. Enfin, alors, ça génère quand même un certain nombre d'autres choses. On va y venir, mais déjà, donc, la deuxième chose qui me gênait dans cette approche vrac sans emballage, c'est le terme sans emballage, parce qu'il y a de l'emballage. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses qui me gênent. C'est le fait qu'on fasse de la pub
une pub entre guillemets négative et deuxièmement fausse. Alors maintenant, est-ce qu'un emballage pour le circuit vrac est plus vertueux qu'un emballage de grande distribution? Il faut regarder. Faut regarder. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut faire une analyse de cycle de vie. Il faut bien prendre en compte ce que tu viens de dire sur le stocker, parce que lui aussi, il faut le nettoyer. Il faut faire en sorte que l'hygiène soit préservée. Donc, est-ce que ça nécessite des produits chimiques, de l'eau, etc. pour le nettoyage? Au total des totaux, je n'ai pas connaissance d'une analyse de cycle de vie complète entre les deux circuits qui ait donné des résultats flagrants. Il n'y a pas d'analyse qui a été faite qui dise là on est vraiment excellent et là on est vraiment très mauvais. On a quelques exemples de produits où même on se pose des questions sur la complexité de la chose. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas de vrac? Est-ce qu'il n'y a pas ce vrac que l'on voit dans les enseignes de grande distribution? Et le vrac qui me semble être plus la réinvention du commerce de détail qu'on avait quand on était gamin, en fait. Hein. C'est-à-dire que... Enfin, quand moi j'étais gamin, oui, ça c'est sûr. Bah, moi aussi, là, il y en a beaucoup de trop jeunes là. Non, nous deux. Moi j'ai connu l'épicerie du village où effectivement on achetait les choses en vrac. À Paris, les épiciers arabes vendent les trucs apéritifs en vrac. Hein. C'est pas. Enfin, moi j'ai toujours vu ça. Moi, je trouve que le vrac, il a des qualités. Une des qualités, c'est peut-être le côté... on retrouve le côté convivial que l'on avait dans l'épicerie du coin. C'est-à-dire qu'on a un commerçant en face de nous, on n'est pas tout seul devant un linéaire. Donc c'est important de retrouver un petit peu de social, éventuellement de conseils. Et pouvoir portionner la dose. On voit le produit. Puisque si les stockers sont bien faits, ils sont transparents, on voit le produit, on voit l'aspect du produit, on peut le doser. Donc tout ça, c'est un côté sympa et que je respecte complètement. Mais ça n'a juste rien à voir avec le côté emballage ou pas, quoi. Ça nécessite d'avoir de l'emballage. Ça nécessite d'avoir de l'emballage comme les autres circuits. Parce que c'est le seul moyen d'amener. Et quand on voit, moi il se trouve que j'ai une maison en dehors de Paris et à côté j'ai une énorme grande surface dont je tairai le nom, mais qui est parmi les 4 grands distributeurs de France. Ils ont sacrifié à la mode et ils ont mis une aile, un demi-linéaire de vrac. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'en plein mois de juillet, le magasin est blindé et on a une demi-aile où les enfants peuvent jouer parce qu'il ne se passe rien. Il y a du vrac. Donc ils ont sacrifié à la mode parce qu'il fallait qu'ils montrent qu'ils font du vrac aussi. Mais si les gens viennent dans l'hypermarché, c'est pas pour acheter en vrac. Là, ça n'a plus de sens. Parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes, il n'y a plus de conseils. Et vraiment, là, on est dans la logique de l'absurde. Hein, c'est pas le petit magasin qui va vous faire des produits bio, sympas, etc. Alors c'est tellement absurde là, mais je tire aussi le nom de l'enseigne, c'est que donc en plus des sacs, maintenant comme ils ont vu qu'il y avait des petits problèmes et peut-être que les gens se sont plaints, il y a des gants. C'est-à-dire que tu as moins d'emballage soi-disant, mais tu as des gants en plus pour te servir de... Voilà, donc petit transfert. Il faut bien comprendre que le grand commerce a exactement 50 ans. Hein. Enfin 50, à force de dire 50 ans, 52. Quand le produit qui est proposé au consommateur, il est tout seul. C'est-à-dire que le consommateur... Alors on est habitué maintenant, on n'y pense plus. Mais quand on rentre dans un hyper ou dans un supermarché, il faut qu'on se débrouille seul. On est là et il faut bien que l'emballage parle au consommateur. Il faut qu'il conserve, comme l'a dit Fabrice, il faut qu'il transporte, mais il faut aussi qu'il parle, qu'il donne des indications, qu'il facilite la vie de l'acheteur avant de faciliter celle du consommateur. Donc c'est un mode de distribution qu'on a appelé le commerce moderne. Peut-être que maintenant, le commerce moderne, ça va être le vrac. Moi, je n'ai pas de souci avec ça.
mais ça sera un autre mode d'emballage. Ça ne sera pas sans emballage. Alors j'ai vu, je voudrais te faire, j'ai vu avant de venir donc deux nouveaux types d'emballage. Donc j'en ai découvert un sur le salon qui était par là-bas. Ils appellent ça l'emballage citoyen. Donc c'est nouveau, c'est quoi ça va être quoi l'emballage citoyen? Je vais essayer de tenter une réponse. Tout le monde a bien compris aujourd'hui que quand on achetait, on voulait acheter, entre guillemets, intelligent. C'est-à-dire qu'on commence à se soucier de se dire, tiens, les fraises du Chili, là, je vais peut-être attendre 2-3 mois, puis je vais avoir celles de Bretagne. Donc les gens, on commence à se poser des questions sur l'origine du produit, sur qui l'a fait, comment il a été fait, comment... Donc on appelle ça la responsabilité sociale et environnementale. Donc la RSE, je crois qu'on en parlait juste avant qu'on arrive, hein. Il est clair que dans cette tendance lourde de RSE, eh ben, le fait de dire que l'emballage est citoyen, c'est-à-dire qu'il respecte un certain nombre de codes qu'on ne connaît pas, hein, je ne sais pas. Oui. Ça n'a pas de sens aujourd'hui pour moi, citoyen. Mais on peut comprendre que ça attire. C'est un petit peu des mots. C'est un peu du marketing. Alors, il y en a un autre qui m'interroge beaucoup, puisque j'ai beaucoup d'animaux. J'adore les animaux. Je ne suis pas venu, on n'a pas le droit ici. Mais j'ai vu apparaître l'emballage vegan. Parce que c'est quoi? C'est un emballage qui n'est pas fait à partir d'animaux? C'est l'outre. Alors, je vais faire un petit peu de pub. Juste au moment où elle se sauve d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de faire une tribune dans un magazine sur emballage digeste, sur l'emballage vegan. Françoise. Oui, elle vient juste de se sauver. Mais elle connaît bien le sujet. Si vous avez suivi la conférence, il y en avait une à midi là, sur les tendances et les consommateurs, etc. On sait qu'il y a aujourd'hui, j'ai retenu le chiffre, 7% de consommateurs militants. Je crois qu'elle ne les appelle pas militants, elle les appelle radicaux. Enfin, je trouve que radical, en ce moment, ce n'est pas un mot très, très joli. On peut peut-être le réserver à d'autres occasions. Donc, il y a 7% de gens qui sont militants, c'est-à-dire qui achètent en ayant des convictions. Ce qui est bien, hein. Oui. Mais en quoi un emballage? Je comprends. Alors attends, mais j'arrive. Donc le fait d'avoir une conviction, et notamment la conviction de ne pas vouloir manger d'animaux, bon, bah, ça se respecte, il n'y a pas de souci avec ça. Donc la question derrière, c'est j'emballe un produit vegan, est-ce que j'ai pas besoin d'un emballage vegan pour emballer mon produit vegan? Oui. Donc, il y a eu des tentatives, il y a des produits qui se déclarent vegan. En fait, quand on regarde bien, quand on analyse bien comment est fait un emballage aujourd'hui, qui soit fait à partir de sable, de minerai de fer ou de papier carton, il n'y a rien qui trouble la vie de nos mammifères chéris. Donc, on n'utilise plus de cuir depuis longtemps. Donc, j'oserais dire que tous les emballages sont véganes. Moi, j'arriverai à comprendre dans la religion, un emballage cachère ou un emballage halal. Ça viendra, la question viendra. Mais en tout cas, des emballages véganes, oui, pourquoi pas. C'est un emballage, il doit être neutre. Alors, ceux qui font tester sur les animaux, peut-être. Alors, ça, c'est un autre sujet, ça. Non, mais ça pourrait être... Ça, c'est un autre sujet. Est-ce que les emballages sont testés sur les animaux je vais répondre sur le sujet. Je pense que au Conseil national de l'emballage, on a essayé de répondre à cette question. Et notre réponse, elle était un petit peu facile, mais en même temps, elle a de la consistance juridique. C'est que le mot vegan n'est pas défini. Le mot vegan n'est pas défini. On ne sait pas au niveau européen ce que signifie le mot vegan. C'est un mot qui est très utilisé aujourd'hui dans le business, dans le commerce, etc. Mais il n'y a pas vraiment de définition solide. Donc on attend, nous, pour définir
si un emballage est vegan ou pas, qu'on nous dise ce que ça veut dire vegan. Donc, moi, j'ai essayé de tirer ma propre conclusion. Si on regarde la constitution de l'emballage, il y a aucun problème. Le seul problème que je vois dans tout ce que j'ai regardé du mouvement vegan, c'est effectivement les tests sur animaux. Alors, les tests sur animaux, c'est un sujet que je connais bien, là encore, parce que les cosmétiques ont été souvent en ligne de mire des ingrédients testés sur animaux, et c'était insupportable de tester tel ou tel ingrédient sur des souris, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingrédients qui ont été testés, donc qui n'ont plus besoin d'être testés. Il y en a beaucoup qui peuvent être testés avec des méthodes alternatives, et c'est très bien. Et puis, il y a encore des nouveaux ingrédients qui sont inconnus et qu'il est plus sage de tester sur des animaux. Alors, des animaux de laboratoire, des souris de laboratoire. Moi, je trouve ça assez normal que les progrès de l'homme, de la civilisation en général, passent par un certain nombre de tests sur animaux pour être bien sûr de l'innocuité. Peut-être que le mouvement vegan ne supporte pas ça, mais personnellement, je trouve que c'est plutôt rassurant que l'on puisse tester encore sur animaux quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, tu n'es pas radical. Mais je ne suis pas radical. Voilà, il y a des... Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de nos sujets. Et puis, si vous avez des questions, ben, voilà, n'hésitez pas. Madame, les questions les plus iconoclastes possibles. Jusqu'à vous, pour tendre le micro. Merci. Bonjour, on n'a pas parlé de l'emballage vert. Je voudrais vous demander ce que vous voyez comme perspective à un possible réemploi du verre au lieu d'être recyclé, ce qui exige d'être chauffé à très grosse température. Ce qu'on appelait autrefois la consigne, bon, qui est sortie du radar ou presque. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant, que c'est plausible, qu'il y a de l'avenir ou que vous ne voyez pas? Alors, moi je vais... Elle re-rentre juste une chose, elle re-rentre dans le radar, donc la consigne. Elle est dans le radar, et plus que vous ne croyez, on travaille au Conseil national de l'emballage avec le ministère de l'Environnement sur ce sujet de consigne. Moi, j'ai pas de... Pour moi, un emballage réutilisable, c'est un bon emballage. Je n'ai pas de souci là-dessus. La question derrière, c'est le coût. Pourquoi est-ce que la consigne pour réemploi a disparu dans tous les pays développés? C'est uniquement une question de pépette. C'est que, pour vous donner un chiffre que j'avais utilisé dans le bouquin que j'ai écrit sur l'emballage, entre le moment où il y avait de la consigne en France après-guerre et aujourd'hui, la part de nos dépenses personnelles pour la nourriture a été divisée par 2. C'est-à-dire que de l'ordre de 15-16% de ce que l'on dépensait pour se nourrir après la guerre, on est passé à 7-8%. On dépense notre argent dans beaucoup d'autres choses. On dépense notre argent dans l'habitation, on le dépense dans les transports, on le dépense dans les vacances, on le dépense dans la communication avec les téléphones. Aujourd'hui, la nourriture, je parle globalement, hein, il y a des gens très pauvres pour qui ça représente plus. Mais globalement, pour le français moyen, c'est 8%. Si on devait réintroduire la consigne, je pense que la consigne pour réemploi, je pense que ça coûterait de l'argent. Mais ça serait peut-être bien, hein, socialement parlant, d'avoir de l'emploi, d'avoir tout un écosystème différent. Moi, j'ai pas de... Encore une fois, regardons l'impact environnemental, hein, le transport et le lavage, la décontamination, etc. L'ADEME, qui est le bras armé du ministère de l'Environnement, a calculé qu'après quelques dizaines, voire centaines de kilomètres autour du lieu de consommation, la consigne pour réemploi n'avait pas du tout de sens, parce que économiquement, ça coûte très cher. Donc, ça peut avoir du sens pour des applications ponctuelles, locales,
Vous êtes, je dis n'importe quoi, mais vous êtes sur une île, donc par définition une petite surface, et vous avez un fabricant de bière dans l'île, bon, bah, que la bière soit consignée et revienne, ça a probablement du sens. Mais je ne pense pas qu'on revienne en arrière. Je ne pense pas que ça ait vraiment du sens. Oui, en dehors de ça, tu fais bien de souligner, je pense que la consigne, bon, c'est évidemment un geste qui paraît extrêmement vertueux, et même la réutilisation. Mais si vous regardez l'analyse de cycle de vie d'un produit emballé, vous voyez que essentiellement l'impact écologique, c'est le produit, et après, c'est le transport du produit. La consigne, c'est rajouter du transport sur le produit. C'est pourquoi? Parce que ça va être de ramener des emballages vides. Et les emballages vides, ça reste du volume. C'est beaucoup plus de volume que de poids. Donc, c'est pérenne lorsque les camions qui livrent les points de vente reviennent à vide. Donc, si on organise un circuit qui fait... mais la consigne par le consommateur, c'est... Moi, je pense qu'il faut vraiment calculer en dehors du coût, hein, parce que moi, je pense qu'on vit largement au-dessus de nos moyens en termes de coût, donc il faut revenir à une raison. Maintenant, cette raison, elle vous oblige quand même à évaluer les impacts écologiques des choses. Et moi, je serai pour la consigne à partir du moment où on me démontrera que c'est plus intelligent et plus respectueux pour l'environnement de faire de la consigne que faire du recyclage. Parce qu'aujourd'hui, avec le recyclage du verre, qui, je rappelle, est quand même le premier matériau d'emballage qui a été recyclé bien avant la création des co-emballages et les directives européennes, c'était fait avant. Et c'est d'ailleurs parce que ça marchait dans le verre qu'on a décidé de le faire sur les autres emballages. Voilà, donc est-ce que sur le verre, ça serait... Je voudrais compléter ma réponse par la chose suivante. Il faut que vous sachiez tous, et ce n'est pas beaucoup su, c'est que il y a 2 études très sérieuses qui ont été faites en Angleterre et en France et qui donnent à peu près les mêmes résultats. Quand vous regardez l'impact CO2 de ce que vous mangez, je parle de l'impact CO2, hein, c'est-à-dire l'impact carbone, dans le panier moyen de l'occidental que nous sommes. Si la dépense en CO2, si l'impact en CO2 est de 100, ce que l'on mange et ce que l'on boit est de 51. 51. Le deuxième poste derrière, c'est ce que l'on fait chez nous, c'est-à-dire ce que l'on chauffe, ce que l'on cuit, ce que l'on congèle, ce que l'on met au frigo, ce que l'on micro-onde. Ça représente 31% de l'impact CO2. C'est-à-dire que si vous mangiez sans frigo, sans vos appareils ménagers, vous auriez 31% d'économie d'impact CO2. Et puis l'emballage, il représente, d'après cette étude, entre 8 et 10%. 8% pour l'étude française, 10% pour l'étude anglaise. Donc, moi, je veux bien que la consigne soit quelque chose de vertueux, mais on n'attaque pas les 90% autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, hein. Encore une fois, loin de moi cette idée. Moi, un emballage consigné qui est réemployé, pour moi, c'est un emballage que l'on doit respecter. Mais le problème, il n'est malheureusement pas là. Alors, il est là parce que les médias ont envie qu'il soit là, parce que c'est facile, hein. C'est comme la SNCF, on parle beaucoup des trains qui arrivent en retard et on ne parle pas des 87% des trains qui arrivent à l'heure. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut faire avec la communication que l'on a et avec les citoyens que l'on a. Mais le problème, il n'est pas vraiment dans l'emballage. En Suisse, ils arrivent à 93% à l'heure, donc on peut faire un truc quand même. On peut faire mieux. Moi, je prends toujours un qui est en retard. D'autres questions? Dame et puis je vous donne la parole après, juste. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des fruits bio qui sont vendus donc en grande surface, par exemple les kiwis ou autres, qui sont bio mais qui sont dans une barquette en plastique ou dans une barquette en carton avec au-dessus un emballage plastique, etc. Qu'est-ce que vous voyez justement pour ce genre de fruits?
Alors, je vais pas vous répondre sur le côté bio du produit parce que j'y connais strictement rien. Ce que je peux vous assurer, c'est que le plastique qui est autour des fruits, c'est quelque chose qui protège et par nature qui est neutre. Hein. Je voulais le dire tout à l'heure, mais s'il y a des packagers dans la salle, ils savent que la première qualité qu'on demande à un emballage, c'est d'être un emballage primaire, c'est d'être neutre vis-à-vis de ce qu'il touche, de ce qu'il contient. Donc l'emballage plastique qui va être autour du produit bio, bah, il ne va rien lui faire, il va le protéger. Et on a même des études dans certains pays, pas en France malheureusement, mais en Angleterre, au Japon, on voit que le fait de mettre sous plastique permet de garder l'humidité, c'est-à-dire de prolonger la durée de vie du fruit qui est ainsi emballé. Si vous allez au Japon, l'ensemble des fruits est emballé unitairement. Enfin, quand je dis unitairement, par 100 grammes, par 200 grammes, par 300 grammes. Mais tout est emballé. Si vous allez en Angleterre, il y en a beaucoup plus qui sont emballés. En France, on est dans un vrac assez rustique. Mais quand ça vient de fermes bio, j'imagine qu'ils ont envie de le protéger pour garder leur côté bio. Monsieur ? Monsieur, Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... pardon, demandez, oui, apparemment tu as bien répondu. Moi, j'ai juste dire pour une réponse, j'ai vu aux États-Unis une noix de coco emballée. Là, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Bonjour. Dans l'emballage, il y a un rôle que vous ne voulez pas parler, c'est le rôle de l'information sur la date de fabrication, la date de péremption. Et dans le vrac, on n'a pas d'information sur les containers en général, sur le numéro de lot, l'origine, ni la date de péremption. Est-ce que Oui. vous avez une expérience ou un avis sur le sujet? Alors, moi j'ai un avis sur le sujet, mais je voulais pas venir ici pour dire que le vrac c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a des vracs qui sont encore une fois tout à fait respectables. Mais il est clair que le vrac introduit la notion de commerçant et donc de responsabilité du commerçant. C'est-à-dire c'est au commerçant de savoir ce qu'il vous vend, c'est au commerçant d'assumer l'hygiène, c'est lui qui va répondre au consommateur s'il y a un problème. De la même façon, quand vous achetez chez votre boucher, il ne vous dit pas s'il y a une date de péremption. Mais vous le connaissez, le boucher, vous le voyez tous les jours, et donc vous êtes capable de revenir le lendemain et de lui dire, dis donc, la viande, elle sentait mauvais ou je ne sais pas quoi. Donc il n'y a pas de date de péremption, vous avez raison. Pourquoi ? Parce que tout repose sur les bonnes pratiques que le magasin va mettre en œuvre pour stocker, pour garder au frais, pour mettre à disposition avec l'hygiène suffisante. Et d'ailleurs, le CNE a fait un document en disant vous avez, pour les produits préemballés, vous avez ça de loi, et pour les produits en vrac, il y en a deux. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une disproportion, c'est que le vrac, comme les produits à la coupe, hein, les produits que vous achetez sur un marché, il y a très peu de réglementation. Vous pouvez, vous, prendre une patente de commerçant et vendre ce que vous voulez sur un marché. C'est votre responsabilité que vous engagez. Encore faut-il que le client vous retrouve. Mais quand vous êtes là avec pignon sur rue, il vous retrouve. Donc c'est un autre moyen de distribution. Le produit n'informe rien, le produit ne dit rien, mais c'est le commerçant qui prend en charge cette fonction. Je ne sais pas si j'ai... Et évidemment, on attend du commerçant qu'il soit loyal, enfin qu'il fasse tout ce qu'il faut pour que ça soit bon. Bien évidemment. Comme c'était à l'ancienne, hein, il y a 50 ans, c'était votre épicier du coin qui faisait son affaire de la bonne conservation du produit, de la bonne qualité du produit. Et le commerce moderne a enlevé la responsabilité aux commerçants. C'est maintenant la marque qui a cette responsabilité parce qu'elle est affichée et c'est elle qui indique la date de péremption. D'autres questions dans la salle? Une dernière? Non?
Alors, je vous invite à passer, si vous voulez en savoir plus, sur plein de choses sur l'emballage, une petite brochure qui est distribuée un petit peu plus loin à l'espace expert du CNE sur le juste emballage, qui traite des différents sujets dont nous avons parlé. Et je vous invite vraiment à aller la récupérer et rencontrer peut-être monsieur en veut. Vous avez, non? Ah, une dernière question de monsieur. Je suis passionné par l'avenir et j'aimerais vous entendre tous les deux nous dire ce que seront les emballages dans 20 ans. Alors, je vais me lancer d'abord, mais je laisserai Fabrice conclure. Je suis plus jeune. D'abord, dans 20 ans, il y aura encore des emballages. Ça, c'est sûr. On est dans un monde aujourd'hui où l'emballage croît. C'est-à-dire qu'il croît de deux façons dans les pays civilisés à cause du e-commerce. Ce que vous achetiez en vrac dans votre caddie, maintenant, vous le recevez souvent suremballé chez vous. C'est la tendance. C'est-à-dire que vous commencez à recevoir du carton ondulé chez vous. Vous commencez à mettre dans la poubelle jaune du carton ondulé, ce que vous ne faisiez pas jusqu'alors. Et quand vous voyez les évolutions qu'Amazon nous promet, notamment je vois à Paris qui commence à vendre de l'alimentaire, on peut raisonnablement penser qu'on va encore emballer un peu plus. Et puis il y a les pays sous-développés qui deviennent développés, qui emballent plus. Donc je reprends les éléments que j'utilisais devant une école d'ingénieurs d'emballage. Je leur disais, n'ayez pas de crainte. Votre boulot, il est assuré pour l'avenir. Il y aura de plus en plus d'emballages. Alors maintenant, quels seront-ils? Quels seront-ils? Ça sera à la mesure des matériaux qui seront là dans 20 ans. C'est-à-dire que quand vous regardez les emballages qui étaient là chez les Romains, eh ben, c'était les matériaux qui étaient disponibles chez les Romains. C'est-à-dire c'était de la terre cuite, c'était des amphores, parce qu'ils n'avaient pas autre chose. Ils n'avaient pas de plastique, ils n'avaient pas encore pensé aux métaux. Et petit à petit, au fur et à mesure où les technologies ont amené le verre, les métaux, on a changé les matériaux d'emballage. Peut-être que dans 20 ans, il y aura un plastique génial qu'on ne connaît pas, qui viendra bouleverser tout et supprimer les métaux, le verre. Mais il y aura emballage. Alors moi, je ne vais pas compléter sur les matériaux. Je pense qu'il y a quelque chose qui fondamentalement va changer sur l'emballage. On n'en prend pas assez conscience. C'est que l'emballage, avant tout, l'emballage qu'on connaît aujourd'hui, il est essentiellement créé pour un commerce en grande distribution libre-service. Tous les emballages que vous voyez là, quasiment à 90%, sont des emballages pour vendre dans des supermarchés. Dans 20 ans, on ne vendra pas uniquement dans les supermarchés. D'ailleurs, on ne vend pas aujourd'hui que nous vend Amazon sur Internet, c'est des emballages de supermarché avec des fonctionnalités, parce qu'il y a la fonctionnalité industrielle, la fonctionnalité de l'emballage dans le réseau de distribution, la fonctionnalité consommateur et, in fine, la fonctionnalité du recyclage. On peut penser que les trois premières fonctionnalités ne vont pas fondamentalement changer. Nos doigts ne vont pas pousser, notre manière d'utiliser les produits ne va pas changer. Par contre, l'endroit où on va les acheter va changer. Il n'y a aucune raison qu'un emballage vendu sur Internet soit une affiche publicitaire de grande distribution. Donc il y a des fonctionnalités, je pense, à enlever au commerce de détail de l'emballage qu'il faut amener au nouveau type de commerce. C'est-à-dire que pourquoi ça ne va pas en ce moment, les emballages vendus par Internet, c'est parce qu'on vous met dans des grandes boîtes des emballages que vous achetez dans les supermarchés. Or, si on se met à se dire qu'on conçoit des emballages uniquement pour ça, là, il va changer. De la même manière que le vrac. Moi, je ne suis pas du tout contre le vrac. Je pense que le vrac, il lui manque l'emballage du vrac. C'est-à-dire un truc qu'on n'est pas obligé de nettoyer, qui est sécurisé, et qu'on amène et qu'on met directement comme ça pour servir, pour doser, la bonne dose, etc. J'en veux 100 grammes, Il y a plein de choses à inventer. Donc c'est toute cette partie
si vous voulez, de réinvention de l'emballage en fonction du circuit de distribution et du mode d'acheminement du produit de l'industriel ou du réseau de distribution consommateur qui va changer. Et là, c'est du pain béni pour les designers parce qu'il y a tout à repenser. Mais ce n'est pas une histoire de matériaux, ça sera toujours du papier et carton, ça sera toujours des plastiques biosourcés ou d'origine minérale, peu importe, ça sera toujours des métaux. Il y aura peut-être un produit, un matériau génial qui va être inventé, mais ça restera des fonctionnalités nouvelles. Voilà, donc là, il y a beaucoup de travail à mon sens. Autre question? Ben merci de votre attention.